Oui. Alors, nous sommes à la diapositive 1 pour nos hosts et co-hosts. C'est très bien. Bonsoir tout le monde. Ce matin, et plutôt ce soir, hein, je vous amène dans le monde funéraire, plus spécifiquement chez les francophones catholiques québécois. Vous découvrirez leur rite mortuaire à travers les pratiques de la maison Germain-Lépine depuis sa fondation en 1845 jusqu'à ce qu'elle installe le premier four crématoire de la ville de Québec en 1974. On arrive à la suivante. Les Européens venus s'établir en Nouvelle-France ont apporté avec eux leur tradition d'inhumer les défunts. Dès le 17e siècle, chez les Euro-Québécois, le cercueil constitue la norme. Nous le savons grâce aux archéologues. La très grande majorité de la population est donc inhumée dans un cercueil en bois ou enveloppée dans un linceul et déposée sur des planches au fond d'une fosse. Être enterré en pleine terre est un sort peu enviable qui est réservé aux impies. La suivante. À part ça, durant le régime français, nous ne savons pas grand-chose sur les coutumes entourant la mort, sauf en consultant les testaments et les inventaires après décès, comme l'a fait l'historien Serge Gagnon. La suivante. Une exception toutefois, la description des obsèques de Monseigneur François de Laval, qui est décédé au printemps en mai 1708. Elles évoquent le faste qui se vit en France à la même époque. Je vous lis ce que les historiens ont rapporté. Le corps revêtu de ses habits épiscopaux, porté en procession de l'une à l'autre des chapelles des Recollets et des Jésuites, des Ursulines et des Hospitalières, un cortège formé de tous les curés de 30 lieues à la ronde auxquels s'étaient joints les Jésuites et les Récollets. Le corps exposé 3 jours dans la cathédrale, les peuples étant venus de tous côtés pendant qu'il a été exposé sur son lit de parade et dans l'église, la messe de funérailles chantée, l'oraison funèbre. Toute l'église tendue de noir, le lit de parade fort élevé entouré d'un grand nombre de chandeliers, les armoiries de l'évêque se voyaient partout. Il s'agit évidemment des funérailles d'un grand homme, mais pour les gens plus modestes, les données concernant leur cérémonie nous font défaut. La suivante. En savons-nous davantage sur les habitudes sous le régime britannique? Eh bien non, pas beaucoup. L'historien Serge Gagnon retrace quelques us et coutumes en parcourant cette fois les journaux intimes et la correspondance des prêtres. Il observe que, dans les campagnes, en dehors de la messe des funérailles, les rituels semblent réduits à leur plus simple expression. Quant aux villes, les informations sont pratiquement absentes. C'est donc dire qu'avant 1840, il est très difficile de dégager l'essentiel des usages au Québec catholique. La suivante. Mais, dans un rapport exploratoire sous la responsabilité de John Porter, l'historien Réal Brisson a réussi à le faire pour le 20e siècle. En effet, indépendamment des variantes régionales, Brisson a reconstitué les étapes clés du cérémonial funèbre entre 1900 et 1980. Les voici. D'abord, la toilette du défunt, incluant des vêtements propres qu'on lui fait porter, avant d'exposer son corps à la vue des visiteurs. Ensuite, la mise en cercueil qui précède la procession vers l'église où se déroulera la messe des funérailles. Vient finalement le défilé vers le cimetière où l'enterrement aura lieu. Vous qui êtes peut-être des bébés boomers comme moi, vous avez connu l'exposition du corps dans un cercueil. Mais vous vous étonnerez peut-être qu'ici, on distingue l'exposition du corps de la mise en cercueil. Il faut comprendre qu'avant l'arrivée des coffres funéraires avec un couvercle coupé en deux, où on ne voyait que le haut du corps, la dépouille était exposée sur un lit funèbre et on pouvait voir ses pieds. Ce n'est qu'au moment de partir pour l'église qu'on la plaçait dans un cercueil. Quoi qu'il en soit, Brisson s'appuie sur des exemples dans plusieurs régions du Québec et c'est ce qui en fait la meilleure recherche à mes yeux sur notre sujet. La suivante. Toutefois, il ne nous permet pas de savoir qu'est-ce qui se passe avant 1900 et on n'arrive pas à savoir s'il y a des différences entre les pratiques rurales et urbaines, entre les traditions familiales et commerciales, entre les gestes posés pour les personnes mariées, les célibataires, les adolescents et les enfants. C'est pourquoi je me suis tant intéressée à la Maison Lépine. La suivante. Avec ses papiers de famille touchant 5 générations, ses archives conservées depuis 1845 et déposées à la Bibliothèque aux Archives nationales du Québec,
une collection d'artefacts qui ont fait l'objet d'une donation au Musée de la civilisation. Cette entreprise offrait le cadre idéal pour étudier le monde funéraire en milieu urbain, à la fois au 19e et au 20e siècle. Grâce à elle, nous pouvons retracer les premières traditions qui ont été commercialisées en ville, assister à l'apparition de l'embaumement dans tout le Québec et suivre la progression des rituels jusqu'à la mise en service du premier four crématoire. La suivante. Voilà donc comment vous allez traverser ce soir 130 ans d'histoire de cette industrie. Nous allons regarder d'abord la gamme de services que Germain Lépine et son épouse Suzanne Bourgette ont développée entre 1845 et 1889, c'est-à-dire quand la production des biens se rendait directement du producteur au consommateur. On est bien là, loin de ça aujourd'hui. Ensuite, nous allons nous pencher sur les changements qui sont apparus au moment où les chemins de fer étaient en plein essor, entre 1890 et 1937. Enfin, nous allons assister au début des salons mortuaires en 1938, quand l'exposition du corps a commencé à se faire en dehors du domicile. La suivante. Allons-y donc à l'heure des industries légères. La suivante. Germain Lépine est d'abord un meublier. Il fabrique des cercueils, mais aussi des bureaux, des couchettes, des lave-mains, des sofas, des miroirs. En 1845, il est le premier en dehors des paroisses à s'être procuré des voitures destinées exclusivement aux défunts. Ses premiers corbillards sont montés sur des poteaux de bois et couverts de draperies de deuil. La suivante. Dès 1855, il s'affiche comme entrepreneur de pompes funèbres. En plus des corbillards qu'il met à la disposition de la clientèle et des cercueils qu'il fabrique sur mesure, il vend des crêpes et des gants et il dirige des cortèges. La suivante. En 1865, il innove en se procurant des corbillards distincts pour les adultes et pour les enfants. Cette photographie que vous voyez là est la plus ancienne que nous possédions des véhicules pour les morts qui ont circulé dans tout le Québec. Remarquez la petitesse de la voiture à l'avant. Elle présage l'âge tendre de son destinataire. La suivante. Entre 1863 et 1879, son offre de service comprend des vêtements pour le défunt, des garnitures de chambre pour l'exposition dans les maisons, des boîtes pour les cercueils avec des platines gravées, des crêpes à chapeau, des bandolières, des rubans pour les endeuillés en procession, des décorations pour l'église durant la messe des funérailles, des parures pour les chevaux, des livrées pour les cochers et la surveillance des cérémonies jusqu'à l'enterrement. C'est dire que déjà, au milieu du 19e siècle, les étapes clés du cérémonial funèbre que Brisson nous a fait connaître étaient présentes. La suivante. Germain Lépine et son épouse n'ont pas signé leur nom à leur mariage. Ils écrivaient bon nombre de mots au son. Toutefois, ils ont tenu leurs journaux des ventes durant plus de 40 ans. Nés dans les années 1820, à une époque où l'instruction primaire relevait principalement de l'Église, tous les deux maîtrisaient suffisamment l'écriture cursive et le calcul pour ne pas être considérés comme analphabètes. Or, en 1889, la façon dans les registres d'écrire change. On lit des phrases complètes comme celle-ci. Four funerals of late John Stock, removing of the corpse to Sharples Cove from the railway, removing of the box to the cemetery. On comprend que la dépouille du défunt John Stock voyageait dans un cercueil à bord d'un train, s'est arrêté dans une anse de céleri. La maison Lépine l'a pris en charge à la gare, l'a emmené au cimetière, sans doute au Mont-Hermon, où étaient inhumés les anglophones protestants. La suivante. À cette époque, Lépine père a 68 ans. On le voit ici posant fièrement à côté de deux petites voitures blanches pour enfants, attelées à des poneys au pelage neigeux. La suivante. Son fils Germain travaille avec lui depuis la fin de ses études. Marié à Malvina Racicot, cette dernière lui donnera 17 enfants. Sur la photo, vous en voyez seulement 12, mais c'est ce qui lui a permis d'obtenir une terre gratuite, 12 dans ce temps-là, avec la politique du curé Labelle. Ce couple prend désormais la relève dans les journaux des ventes. Avec les membres de leur famille, ils seront à l'origine de nombreuses innovations à l'ère de l'expansion du chemin de fer. La suivante. Voyons donc comment le monde funéraire évolue entre leurs mains de 1890 à 1937. Dans les années 1890, des changements majeurs apparaissent. L'arrivée de cercueils nouveaux genres, les débuts de l'embaumement artériel et le transport des dépouilles sur de longues distances. La suivante.
Les cercueils traditionnels sont fabriqués en bois, sur mesure. Ils ont un couvercle autonome qu'on ferme à l'aide de clous, d'où l'expression « enfoncer le dernier clou du cercueil ». Dans le dernier quart du 19e siècle, l'épine-père les confectionne avec une petite vitre devant le visage du défunt et un panneau qu'on retire qui recouvre cette petite vitre. Dans les années 1890, un nouveau genre de cercueil arrive sur le marché qu'on nomme le casquette. Ce cercueil moderne est rectangulaire par opposition au cercueil traditionnel qui a un élargissement au niveau des épaules. Il s'ouvre comme un coffre à bijoux. Il subira plusieurs modifications avant de devenir un lit somptueux, montrant à la vue la personne décédée jusqu'à la taille. La suivante. L'arrivée du cercueil moderne coïncide avec les premiers embaumements réalisés par la Maison Lépine. Cette technique de remplacement du sang artériel par un liquide de conservation apparaît pour la première fois dans les journaux des ventes en 1892. Les 14 premiers individus traités sont tous ensevelis dans un casquette. On serait tenté de conclure que les nouvelles tombes servaient seulement aux personnes embaumées, mais pas du tout. Même en 1937, comme le signale Robert Lépine, il y avait des familles aisées qui ne voulaient pas entendre parler de l'embaumement, s'imaginant qu'on mutilait le corps. Elles achetaient quand même ces coffres luxueux qu'elles choisissaient en noyer noir. La suivante. Adélard Lépine est le père de l'embaumement artériel au Québec. Il est le fils aîné de Lépine-Fils et le petit-fils du fondateur de la célèbre entreprise. Après avoir réalisé 14 traitements de cadavres, entre 1892 et 1894, il sera aux États-Unis en 1896 prendre des leçons au Champion College of Embalming à Springfield dans l'État de l'Ohio. De retour à Québec en 1897, Adélard Lépine ira à nouveau parfaire sa formation, cette fois à New York, en 1899, auprès du docteur Auguste Renoir, un Louisianais qui enseignait partout en Europe. Dans les années suivantes, Lépine Adélard exercera son art, notamment auprès des membres d'ordres religieux à Québec, tels que les Oblats de Marie Immaculée, les Pères du Saint-Sauveur et les Frères des écoles chrétiennes. Ce qui montre bien que l'Église catholique, contrairement à ce qu'on a souvent avancé, ne s'opposait pas à l'embaumement artériel en 1900. La suivante. Le troisième grand changement que l'on observe dans les registres à partir de 1890, c'est le transport des dépouilles sur de longues distances. Encore une fois, je vous signale que la très grande majorité de ces dépouilles n'ont pas subi de traitement de conservation. Elles voyagent dans des tombes enfermées dans une boîte de sûreté qu'on appellera plus tard fausse tombe, marquée d'une platine gravée. Durant la deuxième phase de l'industrialisation au Québec, on verra s'accroître l'exode rural, la spécialisation des métiers, la mise sur pied d'usines de grande dimension et le développement de marchés extérieurs tournés vers les États-Unis et le Royaume-Uni. Par conséquent, les personnes qui meurent à Québec même ne sont pas nécessairement originaires de la cité. Les familles rapatrient leurs morts dans leur lieu d'origine. Les destinations des défunts amenés dans les gares de Québec et de Lévis correspondent exactement aux stations érigées le long des lignes de chemin de fer de l'époque, allant jusqu'au lac Saint-Jean, vers la côte du Sud, Portland, Montréal, Saint-Jérôme et New York, se rendant à Toronto et desservant la Beauce. Les Lépines transportent souvent aussi des dépouilles au port, où des bateaux les prennent en charge parfois jusqu'à Paris. C'est le cas, par exemple, en 1903, du frère Rivillon, qui sera transporté de Grondines à l'Hôtel-Dieu, ensuite à la traverse de Lévis, ensuite jusqu'au Havre et de là à Paris. On est en 1903. Par ailleurs, il n'hésite pas à se déplacer à plus de 100 km en dehors de la ville avec les corbillards, les chevaux et différents articles. Par exemple, pour le seigneur de la Pocatière, Élisée Dionne, qui est décédé dans son manoir en 1892, ils partent emportant avec eux un casquette en noyer noir plombé, une platine gravée, une boîte de sûreté, 6 bandelières en soie cordée, 7 bandelières en mérino, 14 paires de gants de kid, 8 paires de gants de fil, 9 douzaines et demie de crêpes à 2 piastres, 4 douzaines et demie de crêpes à 3,50 $ et les habillements pour les chevaux. La suivante. Le faste des cérémonies au tournant du 20e siècle se traduit par de nombreux témoignages. Le 5 janvier 1891, lorsque le célèbre curé Labelle décède à Québec, au 26 de la rue Sainte-Ursule, ses restes mortels sont transportés à la chapelle de la congrégation de la Haute-Ville,
rue de la Fabrique. L'entrepreneur de pompes funèbres fournit la garniture de chambre, les marchandises noires pour décorer l'église. Après son séjour en chapelle ardente, Monseigneur Labelle est enseveli dans un casquette en noyer noir garni, plombé, marqué d'une platine gravée. Ce cercueil luxueux est placé dans une double boîte marquée d'une autre platine gravée et conduit en corbillard vers la gare. Il sera déposé dans un train spécial de Québec vers Saint-Jérôme, la suivante. Son retour dans les pays d'en haut donne lieu à un accueil extraordinaire, rapporté dans l'Écho des Deux Montagnes. Quelques bribes, je dis bien quelques bribes de l'article du journal sont suffisantes pour évoquer l'importance que peuvent prendre les cérémonies en 1891 pour une personnalité hors du commun. Je vous en lis un extrait. Les apprêts funèbres de l'Église dépassaient en richesse et en éclat tout ce qu'on peut imaginer. Toutes les grandeurs de la mort étalaient leur sombre majesté. Dans le défilé, 6 sarcophages d'une grande richesse, traînés chacun par 2 chevaux revêtus de noir, étaient surmontés d'ornements et produisaient un effet saisissant. Toutes les maisons sur le parcours de la procession funèbre étaient tendues de draperies de deuil. De distance en distance se dressaient des arches, vêtues de noir, portant de magnifiques inscriptions. La suivante. De génération en génération, les membres de la famille Lépine ont conservé une collection d'objets rares qui témoignent du faste des cérémonies funèbres de cette époque. Je vous en présente ici quelques-uns. La suivante. Voici des bannières qu'on suspendait dans le lieu d'exposition du défunt. Ces bannières de deuil sont répertoriées en inventaire avec les bannières de Saint-Joseph, du Sacré-Cœur, de la Sainte-Famille, etc. Elles sont confectionnées comme des tapisseries sur un fond en velours noir, bordées d'un galon recherché et ornées de franges scintillantes en métal doré. Si vous voyez à droite, c'est du métal, les franges. La suivante. Ici, des draperies pour recouvrir les portes, le haut des portes et les pianos. Dès 1902, Lépine fils écrit qu'il fournit une garniture de piano pour la fille du juge Bossy, morte à New York. Il va chercher sa dépouille à Lévis et il la ramène à la résidence de son père. La suivante. Ici, d'autres garnitures de chambre, cette fois en velours pourpre royal. Robert Lépine rappelle qu'en 1937, on transformait complètement la chambre mortuaire. On changeait même les ampoules électriques pour des ampoules violettes. Les planchers étaient recouverts de tapis sombres. Le piano, la même chose. La suivante. Voici encore des garnitures de portes, de tables et des bordures de lits funèbres qu'on installait au domicile du défunt dans les tons de bleu-violet profond, magenta, mauve et rouge Bourgogne. Ces déclinaisons offrent un échantillon remarquable de teintes cérémonielles utilisées dans les églises catholiques. La suivante. On variait la couleur selon le statut de la personne décédée. Par exemple, ces ensembles gris servaient à distinguer les célibataires laïcs des personnes mariées, tout comme les pots à feu aménagés avec des flammes qui étaient peintes en gris et qui étaient placées sur la toiture de certains corbillards pour les célibataires. La suivante. Parmi la collection, on trouve aussi un cercueil pour enfants d'environ 10 ans. Il est en acajou avec un hublot vitré. Cet artefact est très précieux pour illustrer comment on confectionnait une tombe avec une petite vitre au-dessus du visage du défunt. La suivante. Ici, pour un enfant d'environ 5 ans, il prend la forme d'un coffre avec une vitre pleine longueur. Nous pouvons ainsi constater que les Lépine ont adapté le concept des cercueils en fer vitré, issus des États-Unis, en fabriquant en bois, en l'occurrence ici en bois de rose. La suivante. On a été obligé de prendre un peu d'eau. Pardon. À compter de 1865, la clientèle est donc assurée de pouvoir trouver chez Lépine une boîte de sûreté pour le cercueil et une platine gravée. La commande la plus courante est un cercueil plombé, couvert en drap, avec une platine gravée et une double boîte. Même après la fin des grandes épidémies à Québec, la plaque à graver continue de demeurer populaire, d'autant plus qu'on déplace beaucoup de cercueils sur les trains et sur les bateaux. La suivante. Reconnue pour servir les pauvres autant que les riches, l'entreprise organise des expositions prestigieuses pour l'élite marchande, libérale, politique et cléricale. La façon de créer une atmosphère de circonstance, raconte Robert Lépine, était d'assombrir les maisons.
de convertir la chambre d'exposition en un genre de chapelle avec des candélabres, des chandeliers, des crucifix, des plantes vertes, des lampions, dans un cadre qui transformait les gens jusque dans le plus profond d'eux-mêmes. Les lampions et les chandelles vacillaient continuellement 24 heures par jour, veillant en quelque sorte le défunt comme une prière pieuse, même quand les membres de la famille étaient absents. En entrant dans la pièce, les visiteurs se dirigeaient immédiatement devant le cercueil, s'agenouillaient sur le prie-dieu. Des membres de la famille venaient les rejoindre et faisaient une prière, après quoi on aspergeait le défunt d'eau bénite à l'aide d'un bénitier et d'un goupillon. La suivante. Ces objets étaient particulièrement prisés lorsqu'on organisait des chapelles ardentes pour l'élite cléricale, comme on peut le voir ici dans les années 1920. La suivante. Cependant, la pièce maîtresse du rituel funèbre reste sans conteste le corbière en bois tiré par des chevaux. Les Lépines ont déjà possédé en même temps jusqu'à 10 voitures hippomobiles pour transporter les morts. Leurs descendants ont choisi de conserver pour la postérité 3 d'entre elles qui ont été acquises par le Musée de la civilisation. Lesquelles? La suivante. D'abord, à gauche, ce corbillard blanc pour enfants, un véritable carrosse princier de style néo-gothique avec un décor à base de boules, de feuilles d'acanthe et de fleurs de lys. Ensuite, à droite, ce corbillard ovale pour adultes de style classique, de couleur noire de jet avec des fanaux en cuivre doré. Ces 2 corbillards ont rejoint la vaste collection de voitures à chevaux de Paul Bienvenu. La suivante. Quant au troisième, il a été dessiné par Adélard Lépine au tournant du 20e siècle et réalisé entièrement par des artisans québécois. Son histoire est si exceptionnelle et son design baroque si original que le Musée de la civilisation a choisi de l'installer entre ses murs. En 2024, il sera indéniablement un des objets spectaculaires de la prochaine exposition organisée par notre institution nationale. Ce sera vers septembre, j'espère qu'on s'y retrouvera, nous tous. La suivante. Ces corbillards qui transportaient le défunt de son domicile à l'église et de l'église au cimetière n'auraient pas suscité tant d'admiration sans les habillements et les couvre-chefs des directeurs de funérailles et des cochers qui les conduisaient. En été, aux habits en queue de pie pour les uns et aux livrées pour les autres, s'ajoutaient les hauts de forme qui caractérisaient autant les entrepreneurs de pompes funèbres que les conducteurs du chariot. La suivante. Durant le rude hiver, les cochers défilaient dans les rues, revêtus de toques, de capes et de mitaines en ours noir identiques. La suivante. Le patrimoine hippomobile qui nous a été légué par la famille de Cécile et Robert Lépine ne tient pas qu'à ses voitures et à ses vêtements. Il s'étend aux équipements pour les chevaux. On leur faisait porter des bonnets et des filets noirs ou blancs, selon qu'on honorait un adulte ou un enfant. Le souci de choisir des animaux de même race à la même robe ajoutait à la majesté des défilés. Endeuillées sous des caparaçons et des draps d'apparat, les bêtes étaient entraînées à se déplacer au pas lent. Elles étaient ornées de harnais argentés, de sellettes garnies de clochettes aux tintements variés et avaient le front rehaussé de panaches. La suivante. Même si l'industrialisation a amené avec elle la diffusion de nombreuses innovations technologiques, dont l'automobile, la première à Québec date de 1897, les Lépines ont fait rouler des voitures à chevaux jusqu'en 1955. La suivante. Examinons maintenant notre dernier point, l'arrivée des salons mortuaires qui feront place aux résidences funéraires. La suivante. Fait peu connu, Germain Lépine-Fils fit aménager un premier salon mortuaire en 1910 dans les locaux de son entreprise rue Saint-Vallier. Situé à proximité de la gare, ce salon permettait aux familles d'attendre, avec le cercueil de leurs défunts, le train les reconduisant dans leur village d'origine. En 1916, dans l'annuaire municipal de la Ville de Québec, il annonce d'ailleurs qu'il met à la disposition du public une chambre mortuaire pour funérailles privées dans ce local. La suivante. Mais il faudra attendre la mort de son épouse, Malvina Racicot, et le partage des avoirs entre ses descendants pour que des salons mortuaires cossus s'établissent dans de vastes maisons. La suivante. Ainsi, après la mort de leur mère,
Adélard Lépine et son frère Gustave, embaumeurs diplômés, achèteront en 1938 la prestigieuse villa Pétriamiotte, située au 300 chemin Sainte-Foy, à l'endroit actuellement où le Vitrail fait une offre d'appartements locatifs. À l'origine de l'introduction de l'embaumement à Québec et dans tout le Québec, Adélard Lépine soulage déjà depuis 1900 une partie de la classe moyenne, c'était surtout la classe moyenne qui se faisait embaumer, en faisant passer la toilette mortuaire aux mains des embaumeurs. Il installe désormais un laboratoire d'embaumement dans le même endroit que ses deux salons. La suivante. En 1941, son frère Henri-Jules fait l'acquisition du 60 boulevard Saint-Cyril, aujourd'hui le boulevard René-Lévesque. La suivante. Et en 1942, du 318 chemin de la Canardière qu'il destine à des fonctions similaires. La suivante. Même si ces emplacements gagnent en popularité, les Lépines continueront de garnir les chambres mortuaires dans des résidences privées, de décorer les chapelles ardentes et les lieux de culte de façon traditionnelle jusqu'à la fin des années 60. L'exposition du corps continue aussi d'avoir lieu dans d'autres espaces prisés. Ici, par exemple, elle s'est déroulée au Musée royal de Sainte-Anne-de-Beaupré. Remarquez sur le corbillard ovale des flammes blanches. Les flammes des pots à feu sont blanches. Elles sont le signe que ces cérémonies avaient lieu pour un adolescent qu'on jugeait pur. La pureté existait pour les hommes aussi dans ce temps-là. La suivante. Toutefois, la révolution rituelle, j'insiste sur le mot rituel et non culturel, cette révolution issue du Concile Vatican II mettra fin à la production de nombreux articles ostentatoires reliés à la présentation des trépassés. En 1962, 3 des fils d'Henri-Jules font le passage des salons mortuaires aux résidences funéraires. Robert Lépine explique ainsi cette transition. Ce qu'on appelait des salons autrefois, qui était plutôt le showroom américain, parce qu'on a subi l'influence des États-Unis, même si on restait toujours avec une coutume bien propre à nous. À un moment donné, on a réalisé que c'était dépassé. Toutes ces décorations qui étaient lourdes de toutes sortes de choses, autant sur le plan de la santé mentale, psychique, c'était vraiment traumatisant. Alors, nos salons, on a dit, pourquoi pas leur donner l'aspect d'une résidence? Ils font construire alors une résidence funéraire au 28-15 chemin des Cartes-Bourgeois. Ils rénovent celle du chemin Saint-Louis. Ils procèdent à l'ouverture d'une autre sur la première avenue à Charlebourg. Ils en construisent une encore sur la rue Bocage à Ville-Vallée. Le souci de mettre de l'avant une marque exempte de décoration lugubre conduira l'entreprise à entrer dans une nouvelle ère, comme tous les catholiques d'ailleurs. La suivante. Ceci nous amène à la conclusion. Je l'aborderai en vous parlant de l'origine et de la fin des rituels des funérailles catholiques au Québec. La suivante. Au cours de mes recherches, j'ai découvert un ouvrage de 367 pages, publié à Paris en 1683 et écrit par le jésuite Claude-François Ménestrier. Inutile de vous dire que je l'ai tout lu. Ce dernier donne des conseils sur les décorums souhaitables pour les catholiques selon leur statut. Il est étonnant de voir à quel point ces avis ont pesé sur nos obsèques durant 300 ans, même dans les couleurs des tentures adaptées à différentes catégories de défunts. En parcourant attentivement son livre écrit en vieux français, bonne chance si jamais vous voulez faire la même chose, j'ai constaté de nombreuses similitudes avec les traditions prescrites à nos ancêtres. Je vous en cite seulement quelques-unes. Rappelez-vous, on est en 1683. Exposer les morts au milieu d'une tenture noire avec la croix, l'eau bénite et les cierges allumés. Dresser des lits de deuil comme si les corps étaient encore dans leur maison. Poster des gardes qui veillent le défunt jour et nuit. Faire accompagner le convoi funèbre avec un grand nombre de chevaux et de chariots. Placer un cercueil sur une estrade élevée entourée d'une très grande multitude de flambeaux allumés sur des chandeliers d'or. Couvrir tout l'espace autour de la balustrade de velours noir bordée d'une frange d'or. Tendre de noir les maisons et autres lieux destinés le long du passage des cérémonies. Revêtir de noir le corps des colonnes, des pilastres dans l'église, rattacher avec des crêpes volantes, des gazes ou des pavillons d'étoffe noire. La suivante.
Ces coutumes étaient encore bien présentes dans le Québec des années 60. Que s'est-il donc passé pour qu'elles disparaissent? Vous savez tous et toutes que le concile convoqué par le pape Jean XXIII en 1963 et finalisé par le pape Paul VI en 1965 a autorisé la crémation, la suivante. Cette prise de position de l'Église catholique a été claire dès 1963. Elle a jugé que l'incinération du corps n'affectait pas l'âme. La suivante. Les conséquences au Québec ne se sont pas fait attendre. L'autorisation gouvernementale d'aménager des équipements de crémation en dehors des cimetières a été accordée en 72 et l'installation par la Maison Lépine du premier four crématoire a pu se réaliser en 74. Dans la seule région de Québec, aujourd'hui, 80% des personnes décédées sont incinérées. La suivante. Mais ce que l'on connaît moins, ce sont les profonds changements voulus par le pape Jean XXIII pour un retour à l'esprit de la charité évangélique. Dans les résidences funéraires et les églises, on assiste à l'abandon progressif des prie-dieux. La position debout remplace l'agenouillement. Il y a une suppression graduelle de tous les éléments qui établissaient une distinction sociale entre les défunts. Les différentes classes de services, avec un nombre prescrit de cierges, de lampions, de chantres, de servants de messe et de volées de cloches, disparaissent. L'assouplissement des horaires pour les cérémonies destinées aux plus démunis, eux, ils devaient se contenter de se faire enterrer à 5 heures du matin. Tout ça a disparu. L'autorisation de la concélébration par les prêtres, parents ou amis de la famille est arrivée. La personnalisation des rituels au cimetière et tout ça a signé la fin du déploiement des tissus décoratifs et la fin de ma conférence.